Merci de votre attention. L'actualité ce soir, célébration ce mardi de l'Assomption, l'élévation céleste de la Vierge Marie, l'avocat des chrétiens catholiques. Nous irons à la cathédrale pour la grande messe dite ce matin par Monseigneur Denis Amozou Djakpa. Le BEPC ou le bac, et après une et une seule question s'impose. Quelle série ou filière pour la suite de ses études? À l'heure du choix, pas toujours aisé. Au secours, les conseillers d'orientation, dossier à suivre dans cette édition tout à l'heure. Et puis, la fête au village Adeboila Digidi pour les natifs, la fête des idiomes pour le commun des mortels. La 9e édition a été célébrée le week-end dernier à Blita. L'ambiance sur place a raconté enfin de journal à peur la marque Mbojona. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Elle est l'intercettrice pour les catholiques, la Vierge Marie, célébrée en ce mardi du 15 août, ou plus exactement, son élévation à la gloire céleste. Assomption marquée donc par une grande messe à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé ce matin, messe dite par l'archevêque Denis Amozou Djakpa. Le récit, Zabdiel Mignaké et Kwesala. La paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Jésus en liesse pour commémorer la montée au ciel de la Vierge Marie. Cette fête des catholiques du monde entier est une pensée en hommage à la Vierge Marie pour honorer le mystère de son Assomption. Et cette année encore, ces fidèles n'ont pas dérogé à la tradition. Et c'est pour nous, chrétiens, vraiment une fête, parce que nous avons la Vierge Marie comme intercessrice auprès de notre Seigneur Jésus. Donc nous passons toujours par la Vierge Marie pour atteindre le Seigneur, puisqu'elle est à côté de son Fils. Donc c'est pour nous une bonne fête, c'est pour nous une joie d'avoir une avocate au ciel. C'est une fête qui me donne une joie immense parce que la Vierge Marie a été humble. Elle a été vraiment une femme exemplaire pour nous les femmes. Je dirais à mes sœurs d'être vraiment humbles et d'être vraiment à l'écoute de Dieu. Cette humilité me remplit de joie chaque Assomption. Je fais des efforts pour être humble aussi et être à l'écoute de Dieu. Le dogme de l'Assomption proclamé par le pape Pie XII en 1950 prophétise la magnification du commun des mortels. L'Assomption doit donc interpeller chacun aux vertus du Christ, notamment l'amour du prochain, le pardon et la tolérance. À l'école de la Vierge Marie, la toute transparente à Dieu, renouvelons notre vie d'amour total au Seigneur, pour qu'il daigne faire de nous des merveilles pour la gloire de son Saint-Nom, pour le réconfort et la consolation de tous, le salut de tous ses fils et filles, que la Vierge Mère nous protège, nous guide et nous conduise à son Fils, le Prince de la paix. En le suivant, on ne dévie pas. Et comme dit Saint Bernard, en le priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Jamais. Amen. Cette fête, symbole de dévotion de la Vierge Marie, donne également lieu à des bénédictions.
À cette occasion, les femmes de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus ont offert un présent à Monseigneur Denis Amoussou Diakpa pour marquer le jubilé d'étain de son ordination épiscopale. Le rapport ITIE 2014 disséminé en ce moment à travers tout le pays. Nous en parlions déjà hier avec l'étape de Cara. Ce soir, Sokolé, que doit-on savoir exactement de ce rapport? Le compte-rendu de la marque Bojora. Partager le contenu du rapport ITIE 2014 avec les populations de la ville de Sokodé, c'est l'objectif primordial de cette réunion organisée par le secrétariat technique de l'ITIE. Le rapport ITIE 2014 résume les résultats des travaux de conciliation des flux de paiement provenant du secteur extractif pour l'année 2014. Dans les rapports, il est écrit ce qui est versé et ce qui est perçu. À travers cette démarche, ça permet à l'État de se situer sur ce qui ne va pas et de prendre des recommandations. Au jour d'aujourd'hui, les recommandations les plus importantes sont liées au fait qu'il n'existe pas d'informations sur la propriété réelle et qu'il n'existe pas d'informations sur le nombre d'acteurs qui opèrent comme ouvriers dans le secteur extractif. Et ensuite, il n'est pas de cadastre minier. Ce rapport a permis de savoir que les industries extractives participent à hauteur de 16 milliards à la recette de l'État. Au départ, le rapport 2010, par exemple, a fait écho d'un grand écart. Aujourd'hui, l'écart soulevé est très faible. C'est pas si grand, ce qui démontre que, si on veut parler en termes clairs, qu'il y a plus de rigueur dans la gestion de la gouvernance minière au Togo. Ces écarts sont parfois dus au fait qu'il n'y ait pas de structure informatique, parfois dus aussi à l'absence de compréhension des normes ITIE et ce qui nécessite de renforcement de capacité, raison pour laquelle nous sommes en tournée nationale. Le présent rapport couvre les revenus provenant du secteur extractif au Togo. Les revenus mis en lumière dans ce rapport incluent ceux provenant du secteur minier, y compris le secteur de carrière, le secteur d'exploitation des nappes souterraines et du secteur des hydrocarbures. Le BEPC pour certains, le bac pour d'autres, et après, on fait quoi? Cette question, beaucoup se la posent, parents comme élèves. Intense moment de réflexion donc sur la série ou la filière à choisir. Comment faire donc le choix, le bon choix? La plupart se tournent vers les conseillers d'orientation. Voyons comment cela se fait. C'est dans ce dossier de Zabdiel Mignaké avec Augustin Kossi. Après la réussite, place aux nouveaux défis qui attendent ces nouveaux bacheliers, notamment le choix de la filière. Cette question liée à l'orientation après le baccalauréat reste et demeure pour nombre d'étudiants une difficulté d'accès au marché de l'emploi. Tout ce qui va dans le sens de la communication, plus précisément le journalisme. Voilà pourquoi j'ai opté pour la communication. J'ai réussi à l'examen du bac 2 avec mention très bien. Bon, je compte faire l'informatique à l'université pour être un ingénieur informaticien. L'orientation doit en principe aller avec les études dès les premiers pas au collège. Et pour les spécialistes, c'est une démarche qui permet à l'apprenant de se forger une carrière professionnelle. Nous entendons par orientation le fait d'aider un apprenant à choisir sa voie. Je peux donner l'exemple de d'un apprenant qui veuille, par exemple, faire la médecine. Alors qu'au collège, il n'a pas connaissance que pour faire la médecine demain, il faut que je puisse faire les séries scientifiques. Il arrive en 3e et il est confronté, donc après le BPC, il est confronté à des difficultés parce qu'il n'a pas capitalisé les matières nécessaires. Et dans cette dynamique,
Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres, notamment la motivation et les performances scolaires. Il ne faut pas oublier aussi l'environnement socio-économique de ses parents. Est-ce que ce que l'apprenant choisit, est-ce que ses parents ont la possibilité, la capacité de l'envoyer dans ce centre de formation? Est-ce que ce centre de formation auquel il aspire, est-ce que ce centre est disponible sur place? Nous tenons en compte aussi du marché de l'emploi. Qu'est-ce qui est porteur? Qu'est-ce qui peut trouver un débouché facilement? Pour réussir l'orientation de l'élève, les parents doivent jouer également un rôle non négligeable. Alors, premièrement, il va falloir que les parents puissent bien suivre leurs élèves, leurs enfants. Arrivé à la maison, mon enfant, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il doit suivre à la lettre les interros qu'il faut, il doit suivre à la lettre dans quelle matière il travaille bien, il ne travaille pas bien, et si possible, aller même dans les établissements pour discuter avec les responsables pour voir comment ils peuvent améliorer les performances de leurs enfants. Nous insistons beaucoup sur la communication qui doit régner dans la famille entre les parents et les enfants. Depuis 2010, le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle met à la disposition des apprenants des conseillers d'orientation pour leur permettre de mieux s'orienter dans le choix des filières pour une meilleure carrière professionnelle. Comme le dit la petite chanson, la paix sur terre, c'est ma prière. Moins de violence, d'indifférence, la jeunesse ne demande que ça. D'où d'ailleurs le thème de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août dernier. Les jeunes édifient la paix. Mais que fait justement la jeunesse pour édifier cette paix? Eh bien, on voit cela avec Gérald Agoudou et Edem Soussou. Dans les crises sociopolitiques, les jeunes sont bien souvent au devant de la scène. Et ce sont eux qui paient également le lourd tribut. Leur rôle dans l'édification de la paix est donc nécessaire à plus d'un titre. Ce qui fait que le terreau aux violences et autres, c'est la frustration que les jeunes ont. Et l'impression que les jeunes ont qu'ils ne sont pas associés aux différentes décisions. Si on n'a pas la paix, il n'y a pas de développement possible. Et s'il n'y a pas de développement, on ne peut pas arriver à l'épanouissement que ces jeunes-là recherchent. La jeunesse, force vive d'un État, doit être impliquée dans les actions de développement pour promouvoir et valoriser son engagement civique et citoyen. Le gouvernement togolais, dans sa politique de développement inclusif, offre à sa jeunesse des opportunités pour s'exprimer et valoriser ses talents, mieux sauvegarder la cohésion sociale. La question la plus importante aujourd'hui, c'est leur occupation, c'est leur accès à l'emploi. Et c'est pourquoi le gouvernement met l'accent sur les opportunités de création d'emplois, d'accès aux revenus pour ces jeunes, de sorte à leur permettre de s'épanouir. Vous avez des programmes et projets qui sont tous orientés vers les jeunes, avec des mécanismes qui sont dédiés à leur accompagnement pour permettre qu'ils puissent avoir accès à l'emploi. Qu'il s'agisse du jeune déscolarisé, du jeune diplômé ou du jeune artisan, qu'ils puissent trouver un outil d'accompagnement. Et donc, ce sont des opportunités que le gouvernement offre à ces jeunes. Mais au-delà, il est important que le gouvernement leur offre des cadres d'épanouissement. Et le gouvernement est en train de mettre en place des maisons de jeunes. Ces maisons de jeunes, ce sont des centres multifonctionnels avec plusieurs guichets où le jeune, lorsqu'il arrive, a accès à un certain nombre de services. Selon les derniers rapports du Fonds des Nations Unies pour la population, sur les 7,3 milliards d'habitants que compte la planète Terre, 1,8 sont âgés de 10 à 24 ans. C'est un atout considérable pour le développement des pays et donc les conscientiser sur le bien fondé de la paix serait salutaire pour l'humanité. La suite, le sous-secteur d'élevage protégé, accroître la production animale, un facteur essentiel à prendre en compte, les maladies animales. Il
faut donc renforcer la surveillance épidémiologique. Des données sont actuellement échangées entre acteurs du réseau. Ça devrait donc renforcer les actions à mener. Séance à Cara, reportage Nestor Mouchou. Le sous-secteur de l'élevage au Togo contribue à hauteur de 26% au produit intérieur brut, alors même qu'il est caractérisé par un faible niveau technique, un faible taux d'équipement et une faible maîtrise par les éleveurs des paramètres zootechniques fortement sujets aux épizooties. Situation que tente de renverser le gouvernement à travers le projet renforcement des capacités de surveillance épidémiologique du réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales. Ce projet est au centre de cette séance de travail des principaux acteurs du sous-secteur de l'élevage dans la région de la Cara. C'est un réseau qui a été créé en 2003 par arrêté pour pouvoir donner l'alerte en cas d'épizootie. On appelle l'épizootie une maladie majeure des animaux qui entraîne beaucoup de mortalité. On a vu qu'il y a des manquements de part et d'autre. On va s'adresser aux différents acteurs du réseau sur le terrain pour voir les forces et les faiblesses du réseau et pouvoir mettre un projet de correction en œuvre. Le projet est soutenu par la FAO grâce à son cadre de programmation pays. Le financement qu'elle apporte au projet est de 115 millions de francs CFA. Les informations qui vont être collectées par les acteurs de ce réseau vont servir par exemple au niveau central, au niveau de la direction de l'élevage. Et s'il y a une alerte ou bien une suspicion d'une maladie comme la grippe aviaire, qu'ils aillent maintenant faire des prélèvements d'échantillons et envoyer dans un laboratoire qualifié pour voir maintenant si la maladie est vérifiée, si c'est la grippe aviaire, si c'est la peste porcine. Donc il faut que ce réseau fonctionne bien pour que nous puissions être alertés dans un temps record afin que la maladie ne puisse pas se propager. Le projet a été lancé le 17 février dernier à Lomé. Au titre des rencontres régionales, Cara est la troisième après Sokodé et Dapaon. Atapamé et Tchévier seront les deux dernières. Il est 20h16. À l'étranger, 9 personnes, dont un casque bleu, 5 agents de sécurité maliens ont été tués lundi, hier donc, lors de 2 attaques distinctes contre la mission de l'ONU au Mali et à Tombouctou. Ces attaques auxquelles s'ajoute un attentat meurtrier dimanche au Burkina Faso qui a fait 18 morts sont survenus alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter ce mardi de la sécurité en Afrique. La constitution d'une force internationale anti-djihadiste au Sahel doit y être évoquée. Les casques bleus étaient visés, mais les victimes sont principalement des Maliens. 5 agents de sécurité employés par l'ONU, un gendarme et un agent contractuel ont perdu la vie, ainsi qu'un soldat de l'ONU. L'attaque s'est déroulée en 2 temps. L'après-midi, des camps de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, sont visés à Douenza, dans le centre du pays. Des hommes armés non identifiés prennent ensuite d'assaut le quartier général de l'ONU à Tombouctou, plus au nord. 6 assaillants sont tués pendant la riposte des soldats de l'ONU. Ces terroristes étaient armés de grenades et de kalachnikov. 2 jours après l'attentat de Ouagadougou, ces attaques pourraient avoir un lien avec la volonté de l'ONU de créer une force militaire au Sahel pour lutter contre les djihadistes. Tombouctou et le nord du pays étaient tombés sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda en 2012, avant d'être libérés par l'intervention militaire française. En Sierra Leone, les secouristes sont toujours à la recherche de survivants au coulées de boue. Le bilan officiel qui approche les 400 morts risque encore de s'alourdir. Le président Ernest Bai Koroma appelle la communauté internationale à l'aide. Les coulées de boue ont presque tout détruit sur leur passage dans le village de Regent, près de la capitale Freetown. Les secours continuent d'évacuer les victimes et les habitants récupèrent leurs quelques biens laissés intacts par les inondations. Ici, la plupart des habitations sont précaires et les pluies torrentielles sont récurrentes. Ces inondations ont lieu à cause de la taille des égouts. Ils sont trop étroits. Et quand il pleut et que les gens jettent leurs déchets dans les égouts, on a des inondations.
Ça fait longtemps qu'on est dans cette situation. Et maintenant, toutes nos maisons sont inondées. Ils sont nombreux à avoir perdu toute leur famille, emportés par les courants. Le gouvernement a dû se réunir d'urgence pour faire face à cette catastrophe, l'une des pires de l'histoire de Freetown. Mon gouvernement s'implique totalement dans cette situation et en collaboration avec nos partenaires de développement, nous avons déjà établi un centre d'intervention d'urgence dans le village de Regent afin de coordonner notre action et de soutenir les survivants. La Sierra Leone est l'un des pays les plus pauvres au monde et se trouve régulièrement confrontée aux inondations meurtrières. En septembre 2015, elles avaient tué 10 personnes à Freetown. Retour en page nationale avec ce projet, un livre, un avenir, projet social de la Miss Diaspora, élu en février dernier. Il consiste en l'installation de bibliothèques dans 10 localités rurales du Togo. Les précisions de Douaré. Pascaline Amaglo a été élue en février dernier en France Miss Togo Diaspora. Aujourd'hui, elle revient au pays pour promouvoir l'éducation togolaise. Et c'est à travers le projet social Un livre, un avenir que la reine togolaise de la diaspora veut doter les zones rurales de bibliothèques et susciter le goût de la lecture chez les élèves du cours primaire. Alors, mon projet social consiste à créer et réhabiliter des bibliothèques en zone rurale à proximité d'écoles primaires dans le but d'offrir un accès à la culture aux enfants, donc apporter des connaissances historiques, géographiques ou que ce soit littéraires, surtout pour maîtriser la langue française. Également, ce que je souhaite apporter, c'est un côté panafricain, ceci dans le but de valoriser les auteurs du continent, auteurs scientifiques et personnalités importantes, et que ces enfants les connaissent du plus jeune âge pour qu'ils puissent s'identifier très tôt à ces personnalités qui leur ressemblent, qui ont fait des choses importantes et qui puissent se dire demain, moi aussi je peux le faire. Ceci traduit l'engagement de la diaspora à œuvrer en faveur du développement socio-économique du Togo par le biais notamment de l'association Miss Togo Diaspora. Les valeurs que porte l'association Miss Togo Diaspora reposent sur 3 piliers. D'abord, l'estime de soi, et ça passe par la valorisation de la beauté naturelle de la jeune femme africaine et notamment togolaise. Ensuite, la promotion de la culture togolaise à travers le spectacle que nous mettons en œuvre chaque année, donc via l'élection internationale. Le 3e volet, et qui n'est pas le moindre, c'est le projet social que porte la jeune femme qui est élue. L'association les accompagne pour réaliser leurs projets personnels. Nous souhaitons contribuer au développement durablement et concrètement du Togo. Plusieurs œuvres seront mises à la disposition des élèves dans 10 localités et déjà 2 villages de Lomé et d'Atakpamé bénéficient dès ce mardi d'une bibliothèque. Un acte citoyen appuyé par l'ONG M-Afrique et le ministère de l'Action sociale. Et en attendant, vous pouvez commencer par lire cet ouvrage déjà disponible. Ils ont réussi malgré un environnement hostile. Le titre décliné en 133 pages par l'auteur, le pasteur Abel Komi Sosouvi, ouvrage dédicacé samedi dernier. Sonia Medipo. Ils ont réussi malgré un environnement hostile. Un chef-d'œuvre de l'écrivain pasteur Komi Abel Sosouvi. C'est un ouvrage de 133 pages publié aux éditions Cicérie, dans lequel l'auteur pose le problème de la réussite de l'homme dans son environnement. Selon lui, l'environnement est un facteur déterminant dans la réussite d'une personne. C'est un livre qui est très simple à comprendre parce que l'auteur se base sur des principes clairs et simples et qui sont praticables lorsque l'on les a obtenus. Parce que à la fin de cet ouvrage, il parle des clés qui sont qu'on peut appliquer dans n'importe quelle situation. Le livre se présente en 5 chapitres.
est subdivisé en deux grandes parties. Nous avons quand même fait l'effort aussi de ne pas seulement parler des environnements défavorables. On a parlé aussi de ceux qui sont favorables. Mais ça, c'est très important, c'est que malgré ce qui nous entoure, malgré ce qui nous environne, malgré la situation dans laquelle nous sommes, malgré la précarité du moment, nous sommes appelés à réussir. C'est ça la destinée de l'homme. Le livre est dédié non seulement au corps du Christ pour son développement intégral, mais aussi à tous ceux qui ont envie de changer le cours des événements pour impacter leur époque. J'apprécie ce livre parce que ça parle vraiment de la foi. La Bible a dit que pour le royaume de Dieu, c'est les violents qui vont s'en emparer. Ce qui explique déjà que si on s'engage, on devient enfant de Dieu, nous devons nous savoir que l'environnement ne sera pas favorable. J'encourage, j'exhorte. Il faut sortir un livre, pas pour sortir un livre pour le plaisir, mais pour fonder la foi des enfants de Dieu. C'est ça. Et j'encourage les pasteurs à faire sortir les livres. L'auteur est à son premier essai. Abel Komi Sosouvi est pasteur de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Il est marié et père de famille. Du cross-country et tir à Dapaon avec l'ouverture du championnat national militaire de la discipline. C'est la 28e édition dans le 5e secteur militaire Néo-Proban. C'est le commandant de la 2e région militaire qui a, au nom du chef d'état-major général des forces armées togolaises, ouvert les compétitions. Le récit de Désiré Alary. Vecteur de cohésion, le sport encore au rendez-vous. Ici, c'est au niveau militaire et paramilitaire. Le 21e championnat militaire et paramilitaire de cross-country, couplé du 5e championnat du tir. Une quête de podium pour les 19 équipes venant des garnisons et autres unités paramilitaires du Togo. Une compétition qui vise la mise en forme permanente des troupes dans un monde menacé d'insécurité. 5 jours de compétition organisés par le 5e secteur militaire de Noupouma à Dapan. Cérémonie ouverte par le commandant de la 2e région militaire, le colonel Passou Tchakbera, qui, au nom du chef d'état-major général des forces armées togolaises, a appelé les athlètes au fair play, au courage et à la détermination pour améliorer les performances dans le tir et dans le cross-country, considérés comme des activités sportives majeures du militaire et du paramilitaire. Le tir étant le vecteur clé de l'entraînement et de la formation au combat des personnels des forces armées togolaises, et le cross-country, discipline de référence en athlétisme, n'ont pas été choisis au hasard. Au regard de l'engouement qui se manifeste déjà aussi bien pour le tir que pour le cross-country, les compétitions s'annoncent âpres. Cependant, j'invite tous les athlètes à faire preuve de rigueur et de discipline tout au long du parcours pour que ces championnats tiennent toutes leurs promesses. Le cross-country demande une concentration, mais le tir en demande plus. Au-delà de la présence, le respect scrupuleux des consignes de sécurité et de sûreté doivent vous guider à tout instant, afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Rien ne doit vous distraire sur vos objectifs. Le courage, la détermination et surtout la concentration ne devront pas vous quitter à aucun moment. Les compétitions de tir et de cross-country, comme toute compétition sportive, doivent avant tout afficher la valeur individuelle des hommes. Toutefois, elles visent aussi à parfaire la cohésion de nos forces armées et de sécurité dans la droite ligne des idéaux que ne cesse de prôner le président de la République, chef des armées, son Excellence Fort et Sozimna Nyasimbe, à qui je rends un vibrant hommage. Une interprétation de serment des athlètes, un engagement selon les principes du sport. La compétition se tient du 14 au 18 août et ceci en deux phases. Une première, un cross-country long et court, et une seconde qui concerne
concerne le tir au fusil et au pistolet. Le protocole achevé place à la première phase avec ce départ au cross long 12 km, une course à travers les artères de la ville de Dapan. Ils se donnent à fond chacun pour honorer son régiment. Parti de l'ancienne douane, le point de chute des 152 athlètes engagés, c'est ici au stade municipal de la ville. Un tour du terrain et le sergent Akleso Helim du RPC d'Ossag 147 enlève la première place avec 40 minutes 10, suivi du soldat Anampa Karka 41 minutes. Le RCGP occupe la troisième place avec un temps de 41 minutes 15. Telou de la Bire conserve la quatrième place avec 41 minutes 24. La compétition se poursuit. Et voilà, David Bolt en devenir. L'Office togolais des recettes a initié une journée interrégionale de football. La Cara, elle a été jouée samedi dernier entre OTR Cara et OTR Dapan. C'est l'équipe des divisions des opérations douanières et des impôts de Cara qui a battu son adversaire des Savanes sur un score de nouveau bien de 4-0. Nestor Bouchou. Un match de football disputé par deux équipes de l'Office togolais des recettes. En vert, les divisions douane et impôts de l'OTR des Savanes. Et en noir, celle de la région de la Cara. L'OTR, cette institution mise en place pour recouvrer les recettes fiscales, a pour slogan « Fédérer pour bâtir ». C'est dans cette optique qu'il a organisé une journée de football en vue de se rendre plus visible. Les objectifs visés par cette journée, le football est d'abord fédérateur et c'est un moyen pour l'office de permettre aux agents de l'office de s'intégrer, de se connaître mutuellement. Le second objectif, c'est vrai que notre rôle, c'est de percevoir les droits et taxes, mais il faut aussi être en bonne santé pour pouvoir le faire. Ça participe aussi à la visibilité de l'Office togolais des recettes. Nous avons pour habitude de sensibiliser la population sur les enjeux de la fiscalité. Et une journée pareille est une occasion de rendre visible l'Office togolais des recettes dans ses œuvres. Le match a été entièrement à l'avantage de l'OTR Cara. Quelques minutes seulement après le début, Bossoli déclenche le compteur de son équipe. Très en jambes, l'équipe de Cara double la mise grâce à Kidewele après une action bien construite. Les joueurs de Savane. Cara maintient sa suprématie et aggrave le score peu avant la mi-temps, œuvre de Abori. Du retour des vestiaires, l'OTR Savane se réveille. Il tente de revenir au score, mais la défense adverse ne cède pas. Après les tentatives infructueuses des Verts, les Noirs reprennent le contrôle du match. Cette reprise en main des choses va encore faire du mal aux joueurs des Savanes. Possoli, qui avait ouvert le score, signe son doublé en marquant le quatrième et dernier but de l'OTR Cara. À l'heure des récompenses, l'OTR Savane s'est contenté des médailles d'argent et de ballons. Médaille d'or, ballon et coupe pour l'équipe de l'OTR Cara. Et voilà donc pour le football. Direction maintenant Blita pour la fête au village. Adé Bouila Digidi pour les natifs. La fête des Ignames pour le commun des mortels, célébrée à Blita donc cette année dans le canton de Titro. La retrouvaille est rehaussée par la présence du ministre en charge de l'urbanisme. C'est Lamarck Bojona qui nous raconte tout ça.
Les natifs de la préfecture de Blita célèbrent pour la 9e fois leur fête de retrouvailles à Deboïla Digidi ou fête des Ignam. Cette fête de retrouvailles organisée chaque année à la sortie de nouveaux tubercules d'igname par l'amicale des ressortissants de la préfecture de Blita à Lomé est rotative dans les cantons de la préfecture. Elle s'est tenue cette année à Tinkiro. La fête n'est plus seulement des séances festives, mais la fête prend une connotation de développement. Le développement se veut quoi? L'édition dernière à Yaloumbe, il y a eu une audience foraine où plusieurs populations ont été consultées et traitées. Cette édition ici, la 9e à Tinkiro, l'aspect développement tient à faire la culture de l'excellence. La culture de l'excellence voudrait quoi? Ceux qui ont reçu, qui sont excellents au niveau des différents degrés d'examen, seront récompensés. La célébration d'Adeboïla Digidi constitue un véritable carrefour, un brassage des peuples Anyanga et Adélé, soucieux de la reconnaissance, de la préservation et de la promotion de leur patrimoine culturel, a relevé le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, représentant personnel du chef de l'État. Mesdames et messieurs, institué depuis 9 ans, Adeboïla Digidi réunit annuellement et de façon rotative les cantons de la préfecture de Blita. Ce grand rassemblement est le signe d'une manifestation culturelle unifiée, un bel exemple de l'unité dans la diversité, où mieux une richesse et un facteur de cohésion, de solidarité, de dialogue permanent, d'échange au service du développement de la préfecture de Blita. La célébration de cette fête traditionnelle est la preuve de votre adhésion à la politique de développement culturel du Togo et à son plan stratégique de mise en œuvre plébiscité par l'UNESCO. C'est la manifestation tangible de votre participation à la synergie d'action pour la réalisation des objectifs de cette politique dynamique et du développement durable. C'est aussi le signe d'une maturité politique et d'une adhésion totale à la politique agissante, d'apaisement et de réconciliation du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Nyasingwit. Les fêtes culturelles sont facteurs de convergence, de communion, d'union, de fraternité, de paix et de solidarité. Et voilà, ainsi se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.